Les Debré, une saga de la République, une série d'émissions avec Jean-Louis Debré tous les dimanches. Et aujourd'hui, nous avons un nouvel épisode qui sera consacré à la résistance de Robert Debré et de Michel Debré. Mais auparavant, nous parlerons de l'affaire de Conflans-Sainte-Honorine. Jean-Louis Debré, bonjour. Bonjour. Heureux de vous retrouver donc pour un nouvel épisode. Nous allons parler de aujourd'hui de la résistance, en particulier donc celle de votre père et de votre grand-père, mais auparavant, nous ne pouvons pas cette semaine cette semaine où nous enregistrons l'émission, ne pas évoquer cet acte de terrorisme qui a ébranlé la France, un professeur assassiné parce qu'il enseignait à des élèves la liberté d'expression. Ça s'est passé à Conflans-Sainte-Honorine le 16 octobre dernier. Les conditions de cet assassinat ont jeté l'effroi dans tout le pays. Comment vous avez vécu cette chose qu'on n'arrive pas à qualifier? Mal parce que ce qui était au cœur de cet assassinat, au-delà de ce professeur, de sa famille, c'était un coup très violent porté à ce qui nous rassemble, à ce qui nous unit, à ce qui a fait la force de notre pays, c'est-à-dire la République et ses valeurs de liberté. Il y a peu de régimes dans le monde, à part les républiques et les démocraties, qui peuvent tolérer la liberté. Et nous l'avons tolérée. Et au cœur de cette liberté, un principe, qui est le principe de la laïcité. Ce principe de la laïcité qui fait que chacun peut choisir la religion de son choix ou ne pas choisir de religion, croire ou ne pas croire, et qu'il ne peut pas et ne doit pas être inquiété à cause de ses opinions religieuses. C'est au cœur du contrat national qui lie tous nos concitoyens. Et tout d'un coup, on se rend compte, mais on voyait ça arriver depuis longtemps, on se rend compte qu'il y a des personnages abjects qui, au nom d'une religion, osent tuer. Or, je ne connais pas une religion qui met dans ses principes qu'il faut tuer les hommes et les femmes. Alors, vous avez été, Jean-Louis Debré, ministre de l'Intérieur, on en parlera d'ailleurs dans cette série, et vous avez été confronté à des attentats islamistes en 95. Est-ce que vous pouviez imaginer alors qu'on en serait là aujourd'hui? D'abord, j'ai été confronté à des attentats avant même d'être au ministère de l'Intérieur, puisque j'ai passé 15 ans ou 20 ans juge d'instruction à Paris, spécialisé dans les affaires de terrorisme et de criminalité organisée. Donc, pour moi, c'est pas une découverte. Arrivant au ministère de l'Intérieur, quelques jours après, c'est le premier attentat de Saint-Michel, et puis ça va suivre. Et à chaque fois que je découvre ces attentats, c'est l'horreur de ces personnages qui sont prêts à tuer parce qu'ils ont été endoctrinés, parfois drogués, et finalement, je me dis que la meilleure réponse, c'est certainement une réponse juridique, judiciaire, mais la meilleure réponse, c'est l'unité nationale. C'est de se rassembler. Vous savez, hier, je regardais le débat à l'Assemblée nationale, les questions d'actualité. Et j'étais triste. Parce que face à tous ces ennemis de la République, la seule réaction à avoir dans le temps du deuil, c'est une réaction de dignité. Et voir ces députés claquer leur pupitre, s'invectiver, je trouvais que c'était une mauvaise image donnée
aux adversaires de la République. Alors voilà, oui, on est confronté. Oui, c'est une angoisse. Oui, on ne comprend pas ces personnages. Et il faut être intraitable. Et pardon de vous le dire, je trouve que souvent, on a voulu regarder de l'autre côté de la route et ne pas regarder les réalités en face. Qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui si vous étiez aux affaires ? Je sais pas, si vous voulez. Je ne suis pas aux affaires et quand j'avais des responsabilités, je me méfiais beaucoup des gens qui disaient il y a qu'à Faucon. Il y a qu'à faire ça, Faucon. C'est très compliqué. Je vous rappelle que lorsque j'étais au ministère de l'Intérieur, je ne tolérais pas ces étrangers qui venaient en France et qui ne respectaient pas les lois de la République. La France est un pays d'accueil. La France est un pays qui a toujours reçu des immigrations à une condition. C'est qu'on respecte les lois de la République. Et je me souviens avec beaucoup de tristesse lorsque j'ai fait évacuer l'église Saint-Bernard, un lieu de culte, où des personnages, on les disait sans papier, c'est-à-dire qu'ils étaient hors la loi. Beaucoup avaient été déjà condamnés et devaient être expulsés. C'était d'abord réfugiés dans une église, Saint-Ambroise, que j'avais fait évacuer, puis ils s'étaient réfugiés à Saint-Bernard. À l'église Saint-Bernard, que vous avez fait aussi j'ai fait évacuer. Et que de critiques. Et j'avais beau répondre que quand on vient en France, le pays d'accueil, on respecte les lois de la République. Et donc, on respecte les conditions d'accès. Tout ça est lié, parce qu'en 95, c'était les attentats de la GIA, c'était oublié. Je continue. Lorsque, par la suite, j'ai fait 45 renvois groupés d'étrangers condamnés, et qui devaient être expulsés, mais qu'on n'arrivait pas à expulser, je les ai renvoyés, j'ai été critiqué. Alors, il faut continuer à être intraitable avec les étrangers qui sont en France et qui ne respectent pas les lois de la République. Et il faut progresser dans la défense des valeurs de la République. C'est pour ça que cet assassinat d'un professeur est très grave, parce que c'est eux qui portent les valeurs de la République. Mais on a fait beaucoup de choses. Je me souviens du débat, puisque j'étais à l'époque, j'étais plus ministre de l'Intérieur, mais président de l'Assemblée nationale, que j'ai présidé la commission de l'Assemblée sur la laïcité, lorsqu'on a décidé que le port du voile à l'école était interdit, le port de signes religieux à l'école était interdit. C'était pas du tout contre les religions, c'était simplement parce qu'il faut qu'il y ait dans un espace public un endroit où les femmes et les hommes, quelle que soit leur religion, n'aient pas de signes ostentatoires et qui se respectent. Donc il faut continuer à être ferme. Je pense que il faut aussi faire attention à toute cette position qui consiste à ne pas regarder de près où vont les subventions publiques. Il y a beaucoup d'associations et je pense que au niveau des départements, les préfets pourraient mieux exercer le contrôle de la légalité. Il y a des associations qui, si elles ne respectent pas la loi ou si elles donnent des instructions de ne pas respecter la loi, ne doivent pas d'une part exister, et si elles existent, elles ne doivent en aucun cas recevoir de subventions d'aide de l'État. Alors ça, c'est ce qui a été décidé, effectivement, apparemment, hein, c'est ce qui a été décidé, monsieur, la charte de la laïcité. Cher monsieur, nous avons dans les textes constitutionnels tout pour lutter contre les fauteurs de troubles, contre ceux qui portent atteinte à la laïcité et qui se réfugient dans un séparatisme. La Constitution dit que la France est une république laïque où il n'y a ni distinction de race ou de religion, et c'est une république qui est unie et fraternelle. Nous avons tous les textes. Le problème aujourd'hui,
c'est l'application de ces textes. Est-ce que nous avons des textes aussi sur... Parce que avant de mourir dans les conditions atroces qu'on sait, Samuel Paty a fait l'objet d'une chasse à l'homme dans les réseaux sociaux. On l'a désigné véritablement à la vindicte. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Alors, naturellement, il faut être beaucoup plus ferme. Ce que je crois simplement, vous savez, quand vous écrivez un article dans un journal diffamatoire, vous qui avez signé l'article, vous pouvez être poursuivi et condamné. Et si l'auteur de l'article n'est pas identifié, le porteur de l'article, le journal, est responsable. Eh bien, je crois qu'il y a une responsabilité des plateformes. Et des responsabilités, peut-être mettre en place une procédure, rapide, car beaucoup de ces plateformes se réfugient derrière l'anonymat. L'anonymat n'est pas tolérable. Et si un certain nombre de plateformes accueillent, hébergent, comme on dit, des sites qui sont des sites qui portent atteinte aux droits et aux libertés, alors tapons les plateformes. Alors, hier, je disais ça à un spécialiste qui me disait, mais c'est impossible. Si, c'est possible. Mais, alors, ils gagnent tellement d'argent. Eh bien, tapons Internet, tapons tout le monde de plusieurs dizaines de millions, de milliards, et systématiquement, ne laissons rien passer. Si on n'a pas les auteurs des gens qui ont fait des articles ou des films sur ces plateformes, eh bien, le responsable, c'est la plateforme. Et arrivons à des sanctions exemplaires et répétitives. On a pu revoir cette semaine à la télévision un documentaire de Daniel Lecomte sur le procès de Charlie Hebdo. On avait le sentiment, en regardant ce documentaire, que la liberté d'expression avait gagné et manifestement, ça n'est pas le cas. Non, alors, je suis pas de votre avis. La liberté d'expression, la liberté d'opinion, elle a gagné. Il y a des adversaires de plus en plus résolus. Mais en France, c'est un pays, un des rares pays, car ils sont pas si nombreux, où on peut dire à peu près ce que l'on veut, pourvu qu'on y soit responsable. Mais la liberté, c'est un article du Code, la liberté de chacun s'arrête où commence la liberté de l'autre. La liberté de chacun se termine là où la liberté de l'autre commence. La liberté d'opinion, elle est générale, sauf à l'égard de ceux qui combattent cette liberté d'opinion. Bien, le système judiciaire et juridique est là pour dire oui, vous pouvez vous exprimer, oui, il n'y a pas de blasphème, oui, on peut tout dire, à condition de ne pas diffamer. Et à condition de respecter l'autre. Vous savez, aujourd'hui, on est dans le siècle de l'irresponsabilité. Eh bien, qu'on revienne à la responsabilité. Si vous voulez porter des attaques contre qui que ce soit, signez ces attaques. La pire des choses, c'est l'anonymat. C'est un manque de courage. Alors, en France, continuons à dire ce que l'on a envie de dire, continuons à nous exprimer, mais il faut bien savoir que il y a des adversaires de cette liberté d'opinion, et c'est pour ça tout à l'heure que je vous disais que la meilleure réponse à ces adversaires de la République, c'est l'unité nationale. Alors, mais tout le monde crie à l'unité nationale, tout le monde, Monsieur Mélenchon, les autres, unité nationale, unité nationale. Oui, oui. Mais vous avez bien dit vous-même que dans la réalité, c'est pas du tout le cas. Mais, parce que chacun n'a pas conscience de ses responsabilités. Moi, après les attentats de Charlie, j'ai été heureux de ce défilé dans la rue de toutes les tendances politiques. Alors, il ne faut pas me faire dire ce que je veux pas dire. Il y a un temps pour tout. Mais dans le temps du deuil et du recueillement, la meilleure réponse à ces fous qui portent atteinte aux droits et aux libertés, c'est de montrer que de droite à gauche, ailleurs et nulle part, nous savons à un moment
taire les critiques, pour nous rassembler et dire la France est unie. Alors, Monsieur Darmanin, le ministre de l'Intérieur, cette semaine, disait on a été confronté à 4 générations de terroristes. La première génération, c'est celle que vous avez dû vous-même affronter, c'est 1995, les attentats islamistes à Rudren. En 2002, c'est les Twin Towers. En 2015, c'est le Bataclan, 3e génération, Bataclan hypercacher. Et en 2020, l'assassinat atroce de Conflans-Sainte-Honorine. C'est la même, c'est le même type de terrorisme. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Nous avons connu dans l'histoire contemporaine plusieurs types de terrorisme. D'abord, un terrorisme politique. C'était Action Directe, c'était les Brigades Rouges, c'était les cellules communistes combattantes. Au nom d'une idéologie, on assassinait le PDG de Renault, c'est la lutte contre le capitalisme. Ça, c'était très clairement indiqué. Nous avons connu parfois les choses se mêlaient, un terrorisme régional. Les attentats commis en Corse, par des Corses, pour des Corses, peu importe, c'était un terrorisme qui revendiquait une indépendance. On a eu ça un peu avec la Bretagne aussi, et le Pays Basque, et nos voisins espagnols l'ont. C'est un terrorisme politique d'essence régionaliste. Et puis, on a depuis quelque temps vu un terrorisme d'essence religieuse. Alors je mets le mot essence entre guillemets, c'est-à-dire qui se revendique d'idées religieuses. On n'est plus dans la lutte des classes, on n'est plus dans le régionalisme, on est au nom d'une certaine idée que l'on croit se faire de la religion, on devient des fous de Dieu, entre guillemets. Et oui, alors dans cette catégorie de terrorisme, on voit les choses évoluer. Quand j'étais au ministère de l'Intérieur, et même un peu avant, le terrorisme d'essence religieuse, les attentats étaient commis par des individus qui ne voulaient pas mourir. Et c'est comme ça que nous avons pu interpeller les attentats les auteurs des attentats de 1995 et remonter jusqu'aux donneurs d'ordre et aux financiers. Et puis, on a vu progresser. Et puis, à cette époque-là, il n'y avait pas les mêmes moyens de communication. On était au début du portable, il n'y avait pas ces réseaux sociaux qui véhiculent, et donc c'était une autre forme. Et puis, avec le développement de la technique, avec le développement du radicalisme, avec la médiatisation des conflits du monde, on a vu tout cela se changer, se modifier, des gens qui étaient entre guillemets des mercenaires et qui comptent de l'argent posaient des bombes ou assassinaient, ce sont devenus des personnages des kamikazes, ce qui est dans la lutte plus difficile. On a vu l'internationalisation de tous ces réseaux de terroristes, beaucoup plus qu'auparavant. Et on voit aujourd'hui comment, par les réseaux sociaux, on arrive pas simplement à recruter des criminels, mais à recruter une masse d'individus qui vont porter aide et assistance à ces criminels. Et j'ajoute que les phénomènes de médiatisation de la vie sociale, avec la précarisation de certains quartiers, avec un certain nombre de choses, ne facilitent pas les choses.
Alors, Darmanin dit dans la lutte contre le terrorisme, il faut pas sacrifier les libertés, et j'imagine que c'est pas l'ancien président du Conseil constitutionnel qui me dira le contraire, mais en même temps, on voit bien l'assassin de Samuel Paty est tchétchène, il a eu droit à un statut de réfugié en recourant à la Cour nationale du droit d'asile, c'est-à-dire que on lui avait on lui avait refusé le statut de réfugié et il est passé par la Cour nationale du droit d'asile. Vous trouvez que c'est en ordre, c'est normal? Il y a toute une réflexion à avoir sur l'adaptation d'un certain nombre de législations européennes nous sommes un pays, tant mieux, qui par sa situation géographique, par son régime social, attire beaucoup de monde. La sécurité sociale, les aides qu'on donne, et beaucoup d'étrangers passent par d'autres pays pour rentrer en France. Moi, je veux bien qu'on construise l'Europe, et il faut construire l'Europe, mais soyons solidaires les uns des autres. Et c'est pas aujourd'hui le cas. En deuxième lieu, il y a un certain nombre de commissions internationales et européennes. Pour le moins que je pourrais dire, c'est qu'elles ne sont pas tout à fait et toujours responsables. Mais simplement, ce qui est important, c'est que face à ces hommes et ces femmes qui portent atteinte à l'état de droit, montrons notre unité et montrons que nous sommes capables, sans rentrer dans une guerre juridique, de porter des coups à cela. Nous avons, dans notre législation, toutes les dispositions qui permettent de lutter contre le terrorisme. Ce qui suppose une volonté et un acharnement à appliquer les textes. Juste un mot. Souvenez-vous toujours de ce que disait Montesquieu. Trop de lois tue la loi. On va marquer une pause et ensuite nous reviendrons, la série reviendra avec vous, nous parlerons de la résistance de votre père et de votre grand-père et je vous demanderai avant de me dire si vous avez le sentiment qu'on peut dire de Samuel Paty qu'il est un résistant.